nous avons la plus jeune diplomate de l'histoire de la nation malienne. Et ça dit ce que ça vaut, parce que nous tentons réellement de prôner l'excellence et de sortir des débats de personnes, de promouvoir ces personnes-là aussi qui sont performantes, qui sont efficaces et qui permettent à notre pays de réellement garder la tête haute. Donc, vous avez Fatima Alassa, qui a longtemps servi au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui est une jeune malienne reconnue et respectée pour son savoir-faire et qui dirige aujourd'hui une fondation qu'on a initiée. Donc, bienvenue parmi nous. Alors, à côté de lui, nous avons l'une des figures les plus silencieuses de la jeunesse malienne, mais l'une des figures les plus actives et les plus impactantes. Vous avez entendu parler de Troussetro qui ensuite a donné naissance à Ante Abana. L'homme, c'est celui qui était là, qui a ordonné, maintenu les gens privés, mais qui n'a jamais cédé au jeu de la visibilité ou au jeu de la propagande. Il est resté toujours égal à lui-même. Je vous le dis, il a fait un travail extraordinaire pendant cette période, en défendant sa conviction, ses convictions et en défendant sur la conviction humaine. Et pour la petite histoire, lors de la toute première manifestation de l'Inde, il était encore en train d'assurer l'organisation, quelque chose se passait dans le bar. Moi, j'étais arrivé derrière lui et il y avait deux personnes. Donc, on va récemment, le député, et il y avait Thierry Drame. Et les deux, il y avait un micro, les deux se tiraient le micro, deux fois. Parce que de toute leur carrière politique, ils n'avaient jamais vu une foule aussi immense. Et ils étaient excités à l'idée de pouvoir s'adresser à autant de monde. Et derrière, ce travail a été fait par une jeunesse. Les gens ont parlé, on a dit beaucoup de noms, on a parlé de Rasta, on a parlé de Cham, mais la machine était réellement avant même la vie de ce que j'ai vu de mes propres yeux par Amara Singh, qui est un jeune très sombre, très Aujourd'hui, nous avons des discussions qui portent sur la vérité, qui portent sur la sincérité et qui permettent à chaque jeune ici présent de retourner dans sa communauté bien plus éclairé et capable d'éclairer. Au nom de l'Unifortien du Mali, ainsi qu'au nom de ma modeste personne, je souhaite à tout le monde une chaleureuse bienvenue et j'espère que le débat, les échanges seront à hauteur de souhait. Je vous remercie. Alors, apparemment, on vient de m'improviser le modérateur. Il est difficile de parler après toi. Mais ce qui est important, je pense même que c'est bien. C'est même mieux. Alors, nous allons
adresser une série de questions à nos panélistes. Après avoir recueilli leur réponse à ces questions, nous allons permettre à la jeunesse de leur poser des questions ou de s'adresser à eux s'il y a des clés de leur que vous souhaitez lancer. La toute première question que nous avons pour vous, très chers panélistes, et je vais être galant et donner la parole à la dame en premier. J'espère que messieurs comprendront évidemment. Alors, cette première question n'est nulle autre que où sommes-nous et pourquoi sommes-nous là? Où se trouve le Mali aujourd'hui et pourquoi est-ce que le Mali se trouve dans ce état précis? Madame Alansa, nous sommes à vous. Oui, mais on peut envoyer un mot. Bonsoir tout le monde. J'ai encore l'espoir, mais cette fois-ci là, je vais être énorme. Comme ça, j'allais au moins commencer en deuxième. Alors, pour moi, c'est très mal en cas. J'ai travaillé pendant 2 ans au ministère des Affaires étrangères au cabinet des ministres et après au centre d'études stratégiques. Le centre d'études stratégiques a pour mission de conseiller le gouvernement en termes d'orientation stratégique, en termes d'anticipation, en faisant soit des formations, des recherches, des normes techniques pour guider le gouvernement à ne pas retomber dans la même crise. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser si j'incite Senghor. Je suis beaucoup plus anglophone que francophone. J'ai un parcours très anglophone, mais je ferai de mon mieux de ne pas inciter Senghor. Moi, quand Cheikh m'a contacté pour prendre la parole sur l'attitude que la jeunesse doit prendre pour la possibilité de prolongement de la transition au Mali, j'ai un peu hésité, j'allais refuser, mais il a eu la chance parce que je viens juste de donner ma démission au centre d'études stratégiques. Désormais, je suis la directrice pays de Timbuktu Institute. Je vais commencer dès lundi. Timbuktu Institute, c'est un think tank aussi, comme le centre d'études stratégiques, mais qui aussi travaille beaucoup plus sur les questions de paix et sécurité dans le Sahel. Donc, déjà, c'est une bonne chose que le centre est maintenant dirigé par indigènes et puis femmes en même temps. Donc, ça, c'est une manière aussi de donner la voix à la jeunesse pour que la jeunesse puisse se placer vraiment en termes de mener les changements nécessaires au Mali. Pourquoi on est là? Où sommes-nous? On est là, bien sûr, à cause de la mauvaise gouvernance. Je pense que je vais peut-être répéter beaucoup de choses qu'on attend chaque jour. Depuis 2012, le Mali fait face à des multiples crises multidimensionnelles, sécuritaires, instabilité politique, pauvreté, extrême violence, dit à la crise économique, dit à la mauvaise gestion, les multiples coups d'État qui ne s'arrêtent pas. Je me rappelle encore l'image, il n'y a même pas un an, l'image de ces jeunes-là qui sont sortis. L'image de ces jeunes qui sont peut-être même dans cette salle, qui sont sortis pour réclamer le changement, pour réclamer les droits. Ces jeunes sont sortis dans les différents rues de Bamako, partout, à l'extérieur, pour réclamer le changement. Je me rappelle aussi, comme si c'était demain, l'image et les photos de ces jeunes qui ont perdu la vie, parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était le changement. Ces jeunes voulaient la bonne gouvernance. Ces jeunes voulaient que les conditions de vie changent. Ces jeunes voulaient avoir un bon système d'éducation, aller à l'école, et aller à l'école dans les meilleures conditions possibles, aller à l'école dans la sécurité. Ces jeunes voulaient être soignés, mais être soignés dans des hôpitaux, non mourir à cause de notre mauvais système de santé. Ces jeunes voulaient la sécurité, ces jeunes voulaient subvenir surtout à l'aide
à leurs besoins plus basiques. Ces jeunes voulaient simplement être écoutés et valorisés et savoir que leur voix compte, ce que le Mali c'est pour nous tous. Ces jeunes ont pu mener leur mission. Ces jeunes ont cru. On a tous eu l'espoir l'année passée. On a tous pensé que oui, le changement va venir. Finalement, les décideurs qui sont au pouvoir actuel, ce sont des jeunes comme nous. Ils sont venus au pouvoir parce que les jeunes ici, qui sont dans la salle, sont sortis et réclamaient le changement. Ces jeunes occupent, nous les jeunes, on occupe plus que la moitié de la population malienne et africaine. Cette jeunesse n'est pas le futur seulement, cette jeunesse c'est le présent. Donc ces changements, ces réformes institutionnelles, nous ne pouvons pas le faire sans ces jeunes. Je demande surtout à la jeunesse de continuer à se battre, à ne pas se décourager. Le Mali est sur un bateau. Aujourd'hui, le Mali c'est un bateau dans l'océan. Dans l'océan, sur un vent très fort, à tout moment, ça peut chavirer. Nous devons continuer à réclamer nos droits, mais en stratégie. C'est seulement en étant unis que nous pouvons mener ce changement. Je vois qu'il y a beaucoup d'organisations des jeunes, il y a beaucoup d'organisations de la société civile, politique. Mais ce qui nous manque, c'est surtout le fait de ne pas être unis. On n'a pas une société civile assez forte au Mali. Chaque jour, quelqu'un se lève, crée une association. Quelqu'un se lève, crée une parti politique. Donc il y a cette tendance de compétition. Il y a cette tendance de vouloir occuper des postes de pouvoir, de vouloir occuper des postes politiques. Mais ce qui nous manque, c'est cette union, c'est ce patriotisme. Mais je comprends. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on a été victimes de la mauvaise gouvernance pendant longtemps. Si nous sommes dans un pays qui essaie de survivre, en fait, on essaie de survivre. Et l'espoir est là. Je peux comparer le Mali au Rwanda avec le génocide. Comment Kagame a pu rebondir le Rwanda? Il a fait comment? Il a mis les jeunes au cœur de ses activités. Il a donné des postes de responsabilité assez importants aux jeunes. On va voir le ministre de la Jeunesse, il a quel âge? Il avait 30 ans au Rwanda. Mais ici, il faut même revoir la définition d'être jeune. Être jeune, c'est quoi? Dans la charte de l'Union africaine, la jeunesse commence de 18 ans à 35 ans. Mais est-ce qu'on le voit dans le gouvernement actuel? Est-ce qu'on a un ministre qui a 35 ans ou moins? Il y en a? Il y en a combien? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Donc, on est à 38 ans. Oh, il y en a. Okay. On est à 38 ans. C'est la plus jeune. Mais si on regarde la définition de la charte de l'Union africaine, c'est pas ça. En tout cas, la jeunesse occupe plus que la moitié de la population, que ce soit malienne ou africaine. La jeunesse est victime. Quand il y a le conflit, c'est les jeunes qui sont vulnérables à être recrutés. On voit ça au nord, on voit ça au centre. Comment les groupes rebelles arrivent à se renforcer? C'est à cause de quoi? Parce qu'il y a des jeunes, plus que la moitié de ces jeunes ont fini l'école, ont fini les études, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot. Donc vous venez, c'est les groupes qui viennent, ils les vendent l'idéologie, qui est même, ça ressemble à la réalité pour eux, parce qu'ils n'ont pas assez étudié profondément. Et vous leur donnez de l'argent, parce qu'ils ont la pauvreté. Donc ils sont facilement attirés par ça. Donc c'est à cause de ça, les groupes rebelles commencent à se renforcer et à occuper beaucoup plus de force au Mali. Donc moi je pense que nous sommes là aujourd'hui à cause de la mauvaise gouvernance, à cause du fait que nous en tant que Maliens, nous ne sommes pas unis. Avant de venir au pouvoir, on a un discours, une fois au pouvoir, on le change. Et on oublie que on n'est pas là pour défendre notre intérêt individuel, on est là
là pour vraiment défendre l'intérêt collectif. L'intérêt de ces jeunes-là qui se sont tués pour un changement. L'intérêt de repositionner le Mali parmi les pays à respecter à l'international. Moi, je me rappelle, juste avant le coup d'État, le Mali fait à 2012. Ça va nous faire une belle transition. Oui. Terminer ce point. Donc, la transition, c'est réellement cela. Monsieur Aïdara, vous avez vécu dans de nombreux pays. Vous avez même réussi à initier des banques dans certaines nations. Alors, votre génération se vante très souvent d'ailleurs même d'être mieux instruite et mieux cultivée que la vôtre. Mais comment est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi nous n'avons pas été satisfaits des œuvres de cette génération et dans l'état actuel du pays, qu'est-ce que nous devons faire ou pouvons faire pour réellement faire mieux que vous? Salam alaikum. Merci à moi pour ces belles initiatives, un engagement sans faille pour la promotion de la jeunesse du Mali. Ce qui me plaît en ce moment, c'est l'amour qu'il a pour le Mali. Il a posé des questions, je pense qu'il nous faut plus de 2 heures pour répondre à ces questions. Mais je vais résumer. Le Mali est une exception. Vous avez certainement, chacun de vous a vu l'histoire du Mali, c'est un empire. Nous sommes toujours les premiers à inventer un changement. Mais chemin faisant, je le trouve, c'est le dernier. Le Mali a connu l'événement de la démocratie après la conférence de Bonn. On a été le premier pays à accepter qu'elle avait une démocratie. C'était le jeu qui s'est engagé. Ils sont battus pour un changement, pour une démocratie. Alors, cette démocratie n'a pas été ce qu'on attendait. Nous sommes aujourd'hui des acteurs. Elle a été influencée. Elle a été adoptée à un système qui ne peut pas de nôtre. Ce n'était pas une démocratie participative. Ce n'était pas une démocratie pluraliste. Ce n'était pas une démocratie qui tient compte de nos valeurs sociétales et culturelles. Ça a été une démocratie centralisée. Du coup, ceux qui devraient en bénéficier de cette démocratie se sont sentis abandonnés. Ils ont adopté un comportement de réserve, de refus, parce qu'ici, ils ne connaissaient pas. Ça, c'est un des facteurs de l'échec. L'autre, c'est le leadership. Le leadership a manqué de vision. On ne peut pas dire arriver aux affaires pour gérer le pays, tout ce qui a été fait dans le passé était mauvais. Ils sont tout balayés. On était l'un des pays les plus puissants en termes militaires, avant l'événement en 92. Je me rappelle bien, Moussa Traoré avait menacé Kadhafi à l'époque. Et il a été obligé de céder. On a tout perdu. On a instauré un système démocratique. Et très rapidement, ça a constitué un bouleversement mondial sur le plan économique et de la récession mondiale. On nous a obligés de s'adapter à ces restrictions de Homme Sable et ses partenaires. L'ajustement structurel. On a demandé nos entreprises. On a tout liquidé, tout a été privatisé. On était un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Militairement, on était imbattable de la sous-région. Et de très bons efforts, même si on n'avait pas assez. Chemin faisant,
Il y a eu beaucoup d'événements. Ces événements ont été perçus comme étant une façon de se maintenir. Si vous apportez ce changement, vous allez vous-même partir avec. Donc ça a été un genre de démocratie à l'Ollanta. On a fait une constitution qui protégeait le président. On a fait des lois qui protégeaient tout ce qui venait aux affaires. La jeunesse a observé, elle a attendu, mais Allah ne se trompe pas dans son plan. Tout ça se trouve dans un plan universel. Pendant ce temps, le taux démographique du Mali montait en flèche. Après le Niger, c'est le Mali. Nous sommes aujourd'hui à 75% moins de 30 ans. Donc en fait, avec tout ce qu'ils ont mis en place, ils n'ont pas pu le contrôler. Du coup, l'investissement pour atteindre l'objectif du service public n'était pas possible par rapport aux écoles, maternités. Et il y a eu un flou qui s'est installé, celui de la corruption. On vient, on s'en sort, on dit c'est comme ça, n'essayez pas de déranger. Vous savez, de 2005 à 2012, un rapport d'Amnesty et de Transparency International plutôt, le Mali a perdu 1265 milliards. L'argent des contribuables maliens qui sont volatilisés et je vais trouver les comptes personnels. 1265 milliards. Faites des calculs. Combien d'universités on a fait construire? Combien d'hôpitaux de droit on a pu construire? Alors, la corruption est venue remplacer tout le reste. Donc aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est vous, la jeunesse. Nous sommes dans l'évolution. Sur vous, le Mali, vous êtes le présent, vous êtes aussi le futur. Sur le Mali, c'est votre Mali. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné l'opportunité, la chance de vivre ce qui se passe aujourd'hui. Une démocratie ici, il n'y a pas de coup d'État. On ne peut pas, à ça que 10 ans, on se retrouve dans cette transition. C'est vous que vous pouvez empêcher cet événement encore de se produire. Parce que c'est vous le présent, c'est vous l'avenir. Et ce que moi je vais vous dire, je fais des calculs, j'ai étudié des vies, j'ai fait des comparaisons. Je me réveille en pleine nuit pour dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ma conclusion? Non, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une malédiction. Alors, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui nous a manqué? La réponse, c'est le manque de l'amour pour le Mali. Ce qui nous a amené à cette situation, on manque d'amour pour le Mali. Donc, si vous voulez aujourd'hui changer le Mali, parce que le changement ne peut venir que par vous-même, il faut avoir l'amour du Mali dans vos cœurs. Il faut aimer le Mali. Il faut être patriote. Mais pour ce faire, il faut aimer le Mali. C'est dans l'amour du Mali que le Mali devient changement. Ce n'est pas par les textes que le Mali changera. Ce n'est pas par nos partenaires que le Mali changera. Vous, la jeunesse malienne, il faut aimer le Mali. Et dire que chacun de vous, je peux contribuer à démontrer mon amour pour le Mali. Et c'est avec l'amour pour le Mali, les patriotisme naît dans le cœur d'une femme ou d'un homme. Donc, aimons le Mali. Le sujet, c'est assez clair. Quel est votre rôle dans la transition? Donc, je m'arrêterai là pour passer le micro à quelqu'un d'autre. Retenez, si nous voulons changer, si nous voulons une transition ici, si nous voulons un Mali meilleur, vous les autres, aimons le Mali. Je reviendrai pour développer. Comment est-ce qu'on fait le Mali? Comment l'amour pour le Mali descend de Mali? En aimant le Mali, comment cette transition peut être réussie pour le Mali au sein duquel chacun se retrouvera comme étant un Malien digne, fier, honorable
et je reconnaître la combattant humanité. Je vous remercie. Monsieur le président du CSDM vient de le dire, il faut aimer le Mali. Alors, je vous ai vu, je vous suis et je vous ai vu partager de nombreux messages de patriotisme. Mais très souvent, lorsque nous parlons de ce tableau pour le Mali, la prochaine question juste après ce tableau, c'est comment le manifester. Comment traduire notre patriotisme en action concrète. Et vous avez été engagé en politique et dans la société civile très jeune. Donc vous avez certainement dû mettre votre patriotisme à l'épreuve de nombreuses situations. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir et comment vous continuez de faire? Merci bien, Jacques. Et bonjour tout le monde. Bonjour, chers panélistes. Jeune du Mali, bonjour. Omar Bassi Sanogo. Je suis aussi secrétaire politique du Parti pour la restauration de Mme Mali, Bernard Passoko. Donc, pour vous dire que les jeunes secrétaires politiques sont nombreux dans ce pays. Voilà. Donc, la jeunesse commence à prendre sa part et toute sa place dans, en fait, l'avènement d'un Mali pluriel, enraciné dans ses valeurs de civilisation et tout en étant ouvert aux autres. Alors, je remercie les initiateurs de cette activité-là. Youth for Change et M. Doubia et tous ses collaborateurs, tous ses camarades jeunes, pour avoir pensé vraiment à organiser une telle activité et qui va dans le sens en fait, de l'éveil des consciences pour un Mali nouveau, pour un Mali émergent. Alors, je commencerai par ceci, camarades jeunes, et Chifi Rwanda, un camarade qu'on a, mais on m'a fait un bon ni maman qui a sorti là. Donc, on peut faire un bagage. Quand ça va être le massage de solide, Manaya de Chiaï, Manaya de Chiaï. La Manaya est chiaï, Madouya est chiaï. Fais-nous te fais-nous, ça va coûter. Ça va coûter le chou, il y a la main. Il y a la main pour chou. Quand on s'en chie, chaman, tout est déclaré. Quand on s'en a fait chaman, quand on joue dans la dominée. Donc, ça va vous faire donc, ça va vous faire quand vous dites que ça veut dire qu'on vous fait, c'est là que ma soupe à tout. Ça va serrer de tout. Moi, c'est la bourrine. Chez Fini, chez Denis, tout le monde va dans les jours, il faut des moyens qui mettent à tout chamanti. Quand on se pousse, ça va. Quand on se pousse, pas que les gens aient été là pour tout le monde. Donc, vous me dites, vous me dites, il y a un chiffre qui doit être chimoyé. La tika de Capron, ça va lui. Donc, la tika de John, il y a la tika de Patrick, la ligne du milieu, à la police. Autre là, Mali, Jono, Mata, Totra, Chessie. À la Chessie, l'autre appelle Mena Chessie de l'eau. À la Keleke, à la Kelema, quel est le Tchèque? Quel est le Jamana Nachi? Quel est le Jamana Siko? Quel est le Jamana Keto? Ni Ekara et Kala, Enika, Sekaramina. On est là, à la paix, ça vous a permis de bien libération. Permet la ligne de rail, permet la ligne de permet la ligne de rail, à quel tour de moyen. Votre belle prophète d'abord, je reviens en français. Le thème, c'est bien possibilité de prolongation de la transition. Quelle attitude la jeunesse doit-elle adopter face à cette possibilité de prolongation? Et en attendant, je viens me poser la question de savoir. Et comment je fais et pour concilier ce patriotisme-là dans les actes et faits et gestes de tous les jours. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on aime le Mali, oui, ça commence par un peu, mais ça va se traduire en actes et dans la vie de tous les jours. Je pense que le patriotisme, nous l'avons cultivé depuis l'enfance. On a eu la chance de fréquenter l'école catholique où on nous faisait des cours d'instruction civique et citoyenne qui nous a permis, au fait, au fur et à mesure, d'imposer cet amour pour le Mali. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que ce patriotisme-là peine vraiment à retrouver sa lettre de noblesse parce que, tout simplement, les jeunes ne sont plus au niveau de l'école dans ce que nous faisions, les cours
qui concernent l'instruction civique et citoyenne, les cours qui engagent le patriotisme sont de moins en moins présents dans les écoles aujourd'hui. Et donc, la montée des couleurs, qui était l'une des activités phares qu'on menait chaque semaine, chaque lundi matin, n'est plus. Et donc, du coup, l'école et la jeunesse s'est noyée dans cette absence de cours, dans cette absence d'éducation civique et citoyenne. Donc, je pense que les plus hautes autorités du pays, à travers le ministère de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne, est en train justement de reprendre le temps de la paix pour faire ce phénomène-là, qu'on appelle le patriotisme, puisse sévir et dans le cœur des Maliens. Je pense que c'est les actes à saluer, notamment la montée des couleurs dans nos institutions, la montée des couleurs qui va progressivement être une exigence dans nos écoles, et je pense que ça peut être un début de solution. Mais je voudrais, vous nous avez posé la question de savoir où sommes-nous, où est-ce que nous avons quitté, pourquoi nous sommes juste maintenant à ce niveau. Vous savez, hier le Sénat a un peu plus d'un demi-siècle, le 22 septembre 1960, la République du Mali est le dessert de ses centres des grands empires médiévaux qui jadis dominèrent l'Afrique. Ces empires furent parmi les plus belles constructions étatiques de tous les temps. Vous savez, notre père, l'indépendance pour Keïta et ses camarades de l'Union soudanaise RDA se sont sacrifiés pour l'indépendance du Mali. Ils ont fait appel au cœur des Maliens pour construire des projets d'indépendance et de justice sociale. Beaucoup d'ambition. Mais le coup d'État du 19 novembre 1968 brisait ce terrain national. L'injustice et l'impunité se conjuguèrent à la paupérisation pour plonger le Mali dans une longue nuit. Après 23 années de régime militaire, mars 1991 fut assurément l'une des plus belles expressions de la détermination du peuple malien qui décida de prendre son destin en main pour en finir avec l'ignominie. Vous savez, en accomplissant la révolution de mars 1991, les Maliens aspiraient à beaucoup plus de changements, à l'instauration d'une démocratie pluraliste vers une société de progrès. Mais malheureusement, le mouvement qui abattit la dictature s'est disloqué à l'épreuve de l'exercice et de la conquête du pouvoir d'État. Les mots alors se sont encore à nouveau peu à peu accumulés. La perversion des valeurs sociétales, l'injustice et l'impunité, le mensonge et la trahison, la méchanceté et la médiocrité nous ont envahis. Chacun est barricadé dans la recherche de ses intérêts propres. Le Mali s'est éloigné chaque jour davantage des valeurs qui ont fait sa place dans l'histoire. Alors, je pense que c'est à travers un véritable examen de la conscience collective afin de déterminer les raisons profondes qui nous ont conduit à la perdition actuelle et nous allons pouvoir sortir de l'ornière. Alors, après quelques années de démocratie, nous nous sommes rendus compte que c'est le même mot qui persiste ici. Alors, le coup d'État de 2012 a suscité un certain espoir chez le Malien. Mais nous avons compris qu'après ce coup d'État aussi, on est resté dans la même étage et dans le même progrès. Alors, chemin faisant, la communauté internationale a débarqué au Mali avec armes et bagages parce que nous vivons désormais une crise multidimensionnelle marquée par le discrédit des élites politiques qui ont tourné le dos aux aspirations fondamentales et du progrès du peuple pour s'amener dans la corruption. Et donc, la corruption est aussi la mère de tous les mots que nous vivons aujourd'hui. Elle s'insère dans la malgouvernance, bien sûr. Et donc, de 2012 à aujourd'hui, nous pensions qu'on allait vivre en paix, que le cycle des coups d'État répétés allait s'arrêter. Mais nous sommes rendus compte, malheureusement, qu'en 2020, nous avons vécu la même chose. Et donc, 2 coups d'État en 9 mois, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, pour vous dire que la malgouvernance a pris son envol sur tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours dans ce pays-là. Donc, qu'il faudrait-il faire pour sortir de la vie, pour sortir de l'ornière? Donc, je pense que c'est des solutions qu'on doit proposer. Et donc, la jeunesse doit s'impliquer dans ce processus. Je pense que les solutions, on va en parler. Tout à fait. Ok. Alors, donc, voilà.
vous avez mis le sous-bassement de ma prochaine question. Vous avez dit, après 91, le mouvement qui a conquis, qui a au moins permis au Mali d'avoir cette démocratie pluripartite, multipartite, c'est disloqué. Alors, moi j'ai eu le sentiment, et je pense que beaucoup de personnes dans cette salle l'ont suivi, que la même chose s'est reproduite avec le M5 électrique. Que c'était à peu près un remix, comme on aime le dire en jargon de jeunesse, du mouvement démocratique, qui aussi, juste après avoir donc, nous rêvons tous de savoir qu'est-ce qui s'est passé au M5, qu'est-ce qui est arrivé au M5 et pourquoi cela est arrivé au M5. Mon cher ami Diallo, vous avez des réponses pour nous? Bonjour d'abord, je remercie Dieu et on va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et remercier les organisateurs et surtout je suis très honoré d'avoir un panel comme celui-ci avec les doyens et je suis très ravi d'être à côté de lui pour parler de la nation. Mesdames, tous mes respects, la seule dame du panel, tous mes respects, et les doyens, je vous salue. Je vais essayer de parler des problèmes. Pourquoi on dit que le M5 est disloqué? Je dirais que le M5 n'est pas disloqué, parce que c'est une union qui peut être disloquée. Le M5 était un ensemble, et c'est toujours un ensemble. À ce que je sache. Donc, parlant du M5 d'abord, ça c'est le mouvement qui a été déclenché à l'appel du Trioca et EMK, dont je salue le coordinateur Chekman Sissoko, ensemble pour le Mali droit, et FSD. Là, je ne peux pas parler de FSD sans rendre hommage à notre vénérant Soumaïla Sissé, paix à son âme, qui était substitué par son vice-président, Choubel, actuellement président et premier ministre de la nation malienne. Ensuite, CEMAS, coordination des associations et mouvements et sympathisants, à notre vénérable et notre illuminé, et notre honorable, l'éclairé, le sage, Imam Diko, oui, comme d'habitude, il l'est et il le sera toujours. C'est après les trois entités qui ont appelé le peuple malien, comme on l'a si bien dit, le 5 juin 2020. Il s'est avéré que tout ce qu'ils prônaient, c'était patriotique, comme actuellement le problème du Mali. Si ce qu'on dit théoriquement, on pouvait le faire dans les pratiques, il n'y aura pas de recette, il n'y aura même pas de 91. Et actuellement, il n'y aura pas deux coups d'État en Guinée. C'est parce que tout le problème est et se trouve au niveau de la parole donnée. On ne respecte plus les paroles données. Et on ne respecte plus les textes. Quand je dis qu'on ne respecte pas les textes, il ne s'agit pas des 20 ans d'études pour maîtriser la Constitution. Précision, s'il te plaît. Qui n'a pas respecté sa parole? Je vais venir, il faut faire un peu la genèse jusqu'à M5, comme tu l'as si bien dit. Et je pense que quand mon collègue venait juste de laisser la parole, il parlait de la parole non respectée du mouvement des 80, du mouvement démocratique. Ceux qui ont amené le mouvement démocratique, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Sinon, il n'y aura pas d'autre politique actuellement. Donc, c'est pour cela que je suis obligé de revenir là-dessus. Vous voyez? Donc, si je dis que les paroles ne sont pas respectées, actuellement, tous les problèmes du Mali, on parle de la justice, on parle comme les conseillers dans le tout entier. C'est parce que, d'abord, je vous dis, la Constitution, il ne s'agit pas de cela, il faut 20 ans pour la maîtriser. Il suffit juste de respecter la devise du Mali, le peuple, un pays fort. Ça, c'est le premier texte que chaque Malien doit respecter. L'exemple est là. On dit après l'appel Mali. Nous sommes là parce que le Mali nous a appelés. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de parler de quoi ici? On est en train de parler du Mali.
Et c'est ce qui s'est passé le 5 juin. Parce que vu tous les problèmes qui existaient, à commencer par la coupe à commencer par les tueries, les destructions des villages, au Kossakoué, ce qu'on le ressort, sans parler de la vie chère, qui coûtait vraiment la vie de nos citoyens, dont nous ne sommes pas plus malins que nous. Donc, sachant bien donné qu'on a nos leaders qui se disent patriotes, dans les mots qu'on a tout le temps su, comme Libéral avait déjà prôné, qu'il a même donné l'option ou bien la valeur et la chance d'avoir les 77,6% des Maliens qui l'ont élu président du Mali. Parce que lui, il avait si bien le dire, l'éducation était à terre par son précédent, fait à Mamadou Manitou. Et la même confiance, c'est à cause de ça qu'on a donné le pouvoir. Lui aussi n'a pas respecté sa parole. Au lieu du slogan même qui a attiré la majorité des Maliens, le Mali d'abord, c'est devenu ma famille d'abord. Donc, maintenant j'en viens à MCD. MCD, comme on l'a si bien dit, les RFP, ce n'est pas les rassemblements des forces politiques. Le vrai là, c'est le rassemblement des forces patriotiques. Je suis société civile, président de l'association Anti-Chiendor, association apolitique. Il est dans les dépassements, dans les conférences, les formations concernées. Mais pourquoi nous serons avec les politiques alors? Pourtant, ils ont été gazés en 2018 après les élections, nous on n'était pas là-bas. On a réalisé, regardez ça sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'était des regroupements politiques. Mais vu tout ce que je viens de citer comme problème, qui arrivait à mes concitoyens et qui m'arrivait à moi, quand il touche à l'éducation malienne, tu touches au Mali. Quand il touche à un village malien, tu touches à toute la nation malienne. Et c'était une réalité. Donc pour cela, on a répondu à la paix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos frères qui savaient qui dirigeait le mouvement, qui se sont retenus et que j'ai même accusé. J'ai dit, si les pères se mettaient à côté face à la vie quotidienne, quand viendra ce qui va arriver à l'ère des pouvoirs, c'est ce qui est arrivé au Mali. Parce que le vrai patriote était au moins c'est ce qui nous a montré pourquoi. C'est ce que le président M. Samuel a si bien dit. L'échec de 91 s'est répété, s'est réunissé dans la lumière. Parce que c'était toujours les mêmes têtes, les mêmes visages qui pilotaient. Mais qu'est-ce qui a empêché les autres comme moi de venir réclamer d'abord leur départ? Parce que c'est, on dit, c'est quand il fait chaud, ou bien c'est dans la douleur qu'on connaît les vrais amis. Et les Maliens étaient vraiment dans la douleur, dans les vrais problèmes. Et c'est à ce moment que les Maliens avaient besoin de ses frères fils. Donc il n'y avait pas de prétexte pour dire que je ne vais pas partir. Parce que les mêmes gars qui devaient combattre ces gens-là, il y avait des fonds que nous, on devrait faire le choix. C'était quoi? D'un côté, il y avait un Tchèque Dramé, de l'autre côté, il y avait un Chouvel. D'un côté, il y avait un autre Kato, de l'autre côté, il y avait un Moutakatal. Donc, qui était au pouvoir, qui n'était pas au pouvoir? Nous, nous voulons quoi? La solution. Qui devait apporter cette solution? C'était les Kapo, c'était les Tchèques, c'était les Ibeka. Mais nous, on ne peut pas s'aligner derrière ces gens-là qui ne parviennent pas pendant 7 ans à résoudre les problèmes. Donc, on était obligé d'aller avec ceux qui disaient, qui sont là pour réparer les erreurs qu'eux-mêmes ils ont participé pour la réalisation de ces erreurs. Parce que n'oublions pas qu'ils étaient là. Donc c'est pourquoi je l'ai dit. On va revenir à la solution. M5 est là, il vit de sa belle vie. Oui, M5 vit de sa belle vie. Je l'ai dit et je l'ai répété pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette même philosophie qui n'a jamais changé chez les Maliens. Il faut prendre pour lui et s'enfuir. Il faut faire tout pour arriver au sommet. Maintenant, le maintien, on s'en fout. Tu viens au sommet 9 mois après, et tu viens au sommet 1 mois, tu as tous les Maliens avec toi. 9 mois après, tu as une démission collective. Donc, c'est pour vous dire que le M7 est là
là. Pourquoi? Parce que le M5 est là pour nous, par exemple. Moi, je me vois en M5 ici, parce que tout ce que j'ai déjà entendu, c'est pour le Mali. Tous ceux qui sont là, on a bien dit la réussite de la transition. La transition de quel pays? Du Mali. Donc, tous ceux qui se déplacent pour venir participer à ça, écouter, apporter sa solution, moi, je le trouve M5. Donc, dire maintenant que tu vas personnaliser, là, tu trouveras Shogun qui est oncle de Moussa Temeli et tu trouveras que Mamoudiko est le frère de Yuna. Donc là, on ne peut pas trouver de solution. Mais si tu regardes le Mali, là, tu n'as pas de problème. Parce que tu ne vas pas regarder les règles, tu vas regarder les actions. Shogun, c'est un était illégitime et illégal. Mais le PNL a été présenté devant ces mêmes CNT, illégitime et illégal. Mais que le M5 RFP, par exemple, moi, je maintiens toujours la solution du CNT qui est illégitime et toujours illégal. Donc, on ne peut pas me dire que le M5 RFP n'existe pas. Ou me dire que c'est fracassé. C'est Shogun qui est devenu le Malien comme les IBK. Mais le M5 est toujours là et a besoin toujours des gens qui veulent toujours que le problème de l'éducation soit réglé, qui veulent que les tueries s'arrêtent, qui veulent que la vie chère soit moins chère. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Je pense que l'échauffement est en train de fonctionner. Alors, M. Sylvain, on va de peu en peu. 91 n'a pas porté cette ligne. Le 5 juin, voilà, on tarde à voir les résultats, si je me fie au premier peu qui a pris la parole. Mais en termes de mouvement social, en termes de revendication de masse, le mouvement qui a réussi en tout cas à atteindre l'objectif et à retourner dans les rangs sans créer de bavure extraordinaire, c'est Ante Abana qui a commencé avec Trocetro. Et à Trocetro, vous étiez porte-parole, et à Ante Abana, c'était pareil. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ça, c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'analyser. Que Ante Abana ait réussi à être efficace, ponctuel, et que le 5 juin, le mouvement du 5 juin n'ait pas réussi à faire la même chose. Quelle était la différence dans les démarches? Voilà. Merci, chef. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chef panélistes. C'est difficile de parler après les doyens et mon frère Diallo. Il y a une grande différence entre Ante Abana et le mouvement M5. En fait, les objectifs n'étaient pas les mêmes déjà. Ante Abana avait pour objectif de bloquer un projet. C'est extrêmement important à comprendre. Beaucoup ont pensé que c'était un mouvement qui voulait amener un changement du régime. Non, ce n'était pas ça. On avait un seul objectif, c'était de bloquer les projets de révision constitutionnelle. Une autre précision par rapport à Ante Abana. Ante Abana n'était pas contre l'idée de réviser la Constitution. Au contraire, nous étions pour une révision de la Constitution. Mais nous étions opposés au projet proposé par le président. Les doyens avaient dit, nous avons déjà une constitution qui fait la part belle au président. On nous propose une autre constitution qui accorde encore beaucoup plus d'avantages au président. Nous nous sommes dit en ce moment-là que ce n'est pas le changement que nous manions humain. Si cette constitution-là passait, on allait dans une situation 10 fois plus pire que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes battus. Mais pourquoi ça a marché? Tout était clair dès le début. Je me rappelle encore la première assemblée générale qui a créé Ante Abana. La première chose que nous nous sommes dit, c'était de fixer l'objectif de Ante Abana. On n'a pas dit qu'il faut se mettre ensemble. Il faut se fixer l'objectif. L'objectif, c'était quoi? C'était de bloquer le projet. Une fois que le projet est dit, le projet Ante Abana est terminé. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans cette salle qui étaient là à construire. J'aimerais juste intégrer une question. Parce que là, c'est quelque chose que les jeunes doivent réellement comprendre.
Donc c'est possible d'empêcher un chef d'État d'atteindre un objectif sans pour autant fragiliser l'institution. Parce que les gens pensent que quand on n'est pas d'accord avec un régime, il faut forcément le mettre dehors. Je vais amener le chèque. Parce que dans l'intérêt à Mana, il y a eu le processus du renversement de pouvoir. C'est très clair. Il y avait des gens qui, entre nous, qui ont entamé un processus de renversement de pouvoir. Mais malheureusement pour eux, il y avait un noyau qui a travaillé en amont, qui a anticipé cela et qui a bloqué les processus de renversement du pouvoir. Et donc, je faisais partie. Donc, l'objectif était clair au début d'André Amana. Il y avait une seule personne, André Amana, le jour où on a créé ce mouvement, qui n'était pas du même avis que tout le monde. C'était le grand frère Rasbach. Il a dit ce jour-là, je cite, vous avez dit que lorsque le président va reculer et que la plateforme est terminée, mais moi je pense que notre lutte aura du sens que lorsqu'elle aboutira à l'alternance en 2018. C'était le mot de Rasbach. Et nous l'avons rejeté en bloc. Vous savez pourquoi? Moi-même j'ai pris la parole, j'ai dit grand frère Rasbach. Moi je ne me vois pas dans un combat à long terme, à l'œuvre avec le mouvement Yérewoton, dont le président était un grand frère que je respecte, mais je ne me voyais pas dans un mouvement avec Yérewoton. Un mouvement de construire le pays avec Yérewoton. Donc c'était un mouvement où les gens n'avaient pas les mêmes visions, mais on a su avoir le même objectif. Et c'était clair là-dessus. Terminé. Comme tu l'as dit, il y a eu un moment donné où les gens ont dit ah, attention, on peut renverser le pouvoir. Les gens parmi nous qui sont entrés en contact avec des militaires pour renverser le pouvoir. C'est pourquoi quand les gars disaient qu'il y a un gars pour les renverser son pouvoir, ce n'était pas comme le projet. Il n'avait pas tout à fait tort. Parce qu'il y avait des informations que les gens sont rentrés en contact avec des militaires pour renverser le pouvoir. Mais malheureusement, les territoires de André Amana étaient faits de telle sorte que ce qui est en manque de 25 n'existait pas. Il n'y avait pas de politique. Les hommes politiques qui se trouvaient au niveau du territoire, il n'y en avait pas. Le seul homme politique qui était au niveau du territoire, c'était Amadou Tcham, premier vice-président. Tous nous autres, tous, on était société civile. C'est vrai que Mme Si était la présidente, mais elle était là en tant que présidente de l'association Aliment et non en tant que militante politique. C'est extrêmement important. Donc nous, depuis le début, nous avons montré aux politiques, à Soumaïla, à autres, les jours de la mise en place du directoire, qu'on ne veut pas de politique à la tête de ce mouvement. C'était un choix à prendre quoi ici. Vous êtes avec nous, vous partez derrière. Nous avons commencé, nous avons continué, mais vous allez derrière. Mais on avait besoin de l'air à l'argent pour mobiliser, hein. On ne va pas se mentir. C'est pourquoi on avait besoin d'eux dans le mouvement, pour pouvoir mobiliser. Mais dans la prise de décision, on les a dit, allez-y derrière. Donc c'est pourquoi quand ils ont commencé à organiser, à voir, je me rappelle, une nuit, m'a appelé à 2h du matin pour dire que mon frère faut qu'on se rencontre. J'ai dit, ok, nous sommes rencontrés, il m'a dit, est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé? J'ai dit, tiens, c'est cette histoire de bruit dans le dit, mais toi aussi tu es au courant, j'ai dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on convoque une réunion. Mais cette fois-ci, on ne convoque que le territoire. Parce qu'on appelle les tchèvriers, on appelle les autres pour conseiller aux réunions du territoire. J'ai dit, cette fois-ci, on ne convoque que le territoire. Et nous avons fait la liste des membres du territoire. Quand on a appelé une liste, moi j'ai pris une liste. On a appelé les gens, on a passé la nuit à appeler les gens, à les convaincre de ne pas aller l'idée dominante. On a fait la réunion. Je remercie l'engagement d'un ami, Étienne Farah. Il m'a dit, mon frère, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez raison. Mais par honnêteté, je ne serai pas à la réunion. Parce que si je suis à la réunion, je vais voter pour vous. Mais vous avez raison, je ne viendrai pas. Il n'est pas venu. Et les jours-là, ils étaient contre renverser le pouvoir. Nous avons rapporté le vote à une seule fois.
Et c'est ce qui a empêché le renversement du pouvoir. Et c'est ce qui peut-être pour moi a manqué au 25. Voilà. C'était la voix de Abba Maïga, paradoxalement. C'était la voix de Abba Maïga, qu'on n'entendait pas du tout, mais qui est venu et qui a voté contre. C'est lui qui a fait la différence. On était bloqué. Pour moi, peut-être c'est ce qui a manqué au 25. J'ai dit à mon frère que je faisais partie des 16 personnes qui ont créé Espoir Malinois. Mais lorsqu'on a dit qu'il faut se mettre avec la sémence et la FSD, moi j'ai dit que je ne suis plus là-dedans. Je crois à la sincérité de mon frère Jean. Je veux dire une chose. C'est difficile de séparer le message et le messager. C'est très compliqué. Le message M5 était clair, était limpide, était net. Et c'est ce qui appelait. C'était honnête, c'était patriotique. Mais le messager posait un problème à nous, beaucoup d'entre nous. Et c'est ce qui nous a bloqués. J'ai dit souvent aux gens, vous allez m'excuser. J'ai dit, si le prophète, paix salut sur lui, était un menteur, personne n'allait le suivre dans la religion. Mais c'est parce que c'était un homme droit. Il y a des chrétiens qui ont refusé de le combattre. Ils sont rentrés dans la religion juste parce qu'on a dit non, avant qu'il ne se déclare prophète, il était droit. Mais les cas qui ont dit, moi personnellement, je ne me vois pas dans un mouvement avec l'imam Diko, je ne dis pas. Je ne me vois pas dans un mouvement avec Shogel, qui a été peut-être 4 ans ministre d'Ibeka, qui nous a traités au moment de André Abana comme les ennemis de la nation. Et il est allé loin. Il a dit que c'est. Moi, Shogel, je ne vais jamais critiquer Ibeka, même si c'est toi. Critiquer Ibeka, c'est de lui donner à ceux qui veulent détruire le Mali. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Shogel. Et si Shogel, une fois hors du gouvernement, me dit que lui, les sincères, il a changé, il veut construire le Mali. Moi, très sincèrement, mon frère, je me suis dit, mais je ne pouvais pas croire à ça. C'est pourquoi je ne me suis jamais enseigné. Maintenant, bref, voilà. La question, c'est la différence. C'est possible de mener des luttes héroïques comme l'a fait M5 et ne pas aboutir à un coup d'État, mais aboutir à un changement. C'est possible. On n'invente pas le groupe. Au Burkina, ils l'ont fait. Ils se sont révoltés. Les Balais citoyens, ils se sont révoltés. Moi, je vous jure, j'ai eu la chance de discuter avec Abel Diallo du Burkina. Vous savez, la révolution du Burkina a vu le jour, a commencé quel jour? C'était la partie bref. C'était le jour, le dernier mandat de Blaise, quand il a gagné les élections, le jour où il a pris du pouvoir de son serment. À la fin du serment, il a dit, et ce sera mon dernier mandat, je ne me représenterai plus. Abdoulaye me dit que c'est ce mot-là qu'il a dit, que Blaise n'a jamais prononcé ce mot. Lui, il a alerté ses amis. Si Blaise dit qu'il ne va plus se présenter, lui, il ne croit pas qu'il va se présenter. Donc, préparons la révolution dès aujourd'hui. D'aujourd'hui, 5 ans à se préparer. C'est pourquoi ça n'a pas changé. Donc, c'est vraiment possible de mener une lutte et de changer le système sans passer par le gouvernement. Je vous remercie. Alors, ça discute réellement aujourd'hui. C'est ce qui a fait que ce panel-là, je suis fier de l'avoir choisi. Pas que ça fonctionne correctement, parce qu'on parle de réellement ce qui s'est passé, les hommes qui étaient présents, qui étaient au cœur de l'action. Ce n'est pas une lecture frivole. Mais quelque chose est revenu fréquent, c'est qu'il y a un manque de sincérité dans l'engagement, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des politiques. Cette sincérité, elle est absente.
Moi, en tout cas, dans mes promenades, j'ai rencontré des hommes généralement que j'ai vu être sincères dans ce qu'ils font et en qui nous pouvons tous avoir foi. Et ce pays a besoin que ces hommes et ces femmes puissent prendre le devant. Il va falloir que ces gens se connectent. Il y en a plein dans cette salle. De part et d'autre de cette table, j'en vois plein. Mais la question de la sincérité politique, il faut trouver comment est-ce qu'on la cultive. Parce que ce qu'on dit à nos jeunes réellement, c'est que tu apprends un peu à t'exprimer, tu as un français moyen, tu peux écrire les masses, tu te jettes dedans, et le but c'est vraiment qu'un des anciens te donne 1 million parfois pour que tu viennes défendre ses idées. Alors, Hamidou Doumbia, jeune en politique, même dans la société civile avec Action Citoyenne en communement, réputé pour cette sincérité politique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Déjà, étant d'un parti, comment est-ce qu'on reste sincère vis-à-vis des positions du parti? Parce que souvent, on peut ne pas être d'accord avec son propre parti, c'est une chose. Et seconde chose, dans les interactions inter-formations politiques, comment est-ce que l'on reste sincère? Et ensuite, vis-à-vis du peuple, parce que c'est les différentes étapes, comment est-ce que le politique, comment est-ce que ces jeunes engagés dans des associations peuvent demeurer sincères et faire un travail conséquent et concret? Ok, merci Cheikh pour cette question. Je suis Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti LMA. À entendre Cheikh, on va me donner 44 ans parce que je le conduisais à l'époque. Sauf que lui, il a 26 ans, moi j'ai 34 ans. Et 34 ans, ça me fait 11 ans de militantisme au sein du parti LMA. J'ai commencé très tôt depuis 2010, à la base, au niveau de la commune. J'ai milité 7 ans au niveau de la commune, avant d'intégrer le bureau national. Et ça m'amène à commencer d'abord par le fondement de l'engagement politique. Parce que pour qu'il y ait sincérité, il faudrait que les raisons pour lesquelles tu t'engages en politique, que ces raisons soient des raisons légitimes. Dans notre pays, la plupart de nos militants, la plupart des jeunes qui s'engagent en politique, soit c'est pour un homme, ils croient à un homme, ils intègrent le parti sans pour autant analyser les principes, les valeurs et même l'idéologie du parti. Ça fait en sorte que les hommes peuvent vous décevoir, mais quand vous avez des valeurs, ces valeurs vous continuez à défendre. Parce que si vous suivez un homme, quand l'homme vous déçoit, vous allez voir ailleurs, ce qui nous amène à être inconstants politiquement. Mais lorsque vous suivez les valeurs, si les gens ne sont pas en phase avec vous sur les valeurs, vous allez vous battre pour imposer vos valeurs. C'est ce qu'il faut faire. Moi, il y a eu des moments dans ma commune, lorsque j'ai intégré le parti, il y a eu des moments où j'ai envie de lâcher. Mais je me suis dit, l'engagement sincère, c'est cet engagement qui fait face aux difficultés. C'est cet engagement, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec les autres, vous patientez et la démocratie interne fera un jour en sorte que vous allez atteindre le résultat. Au niveau de notre classe politique, les gens nous reprochent beaucoup que nous ne sommes pas sincères. On nous reproche le manque de cohérence, on nous reproche l'inconstance. Ce qui est réel. Mais qu'est-ce qui nous amène vers ça? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre et ensuite y apporter des solutions réelles. D'abord, le premier temps, il y a ce qu'on appelle je ne suis pas dedans, mais je fais tout pour que ça échoue. Lorsque vous avez ce genre d'état d'esprit, même si les gouvernements font des choses positives, on essaie toujours de trouver la négativité dans ce que le gouvernement fait. Donc, ce qui t'amène à critiquer quelque chose dont toi-même tu crois. Donc, une fois au pouvoir, c'est la chose que tu as critiquée, tu es obligé de faire la même chose parce qu'à ce moment, c'était la vérité qui était dite. Je vous donne l'exemple. J'ai eu à partager des plateaux avec mes amis du M5RFP pour qui j'ai énormément de respect. Et lorsqu'il s'agissait du Conseil national de la transition, nous avons fait le débat, j'ai dit à beaucoup d'entre eux sur le plateau, ce que vous dites, c'est réel. Le CNP n'a pas été bien installé. Nous-mêmes, au niveau de notre parti, nous avons critiqué.
Mais nous sommes tous en train de parler du respect du délai. Demander aujourd'hui à dissoudre le CNT, pour moi, ce n'est pas pragmatique. Ça va faire en sorte qu'on ne va pas atteindre le résultat. Mais je n'étais pas entendu à l'époque quand on disait que le CNT était illégitime et illégal. Mais eux-mêmes, en ayant eu le pouvoir, ils ont été rattrapés par ce qu'on appelle les réels politiques. Parce que, au moment où ils prenaient le pouvoir, si on allait vers la dissolution du CNT, c'est comme si on reprenait le processus juste depuis le début. Et ensuite, on va continuer. Donc, la réelle politique a fait en sorte qu'aujourd'hui, celui qui disait que le CNT était illégitime et illégal est obligé de composer avec ce CNT illégitime et illégal. Mais s'il avait compris à l'époque et prêché le pragmatisme avant de venir au pouvoir, ça allait faire en sorte qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler de son manque de sincérité, parce que le manque de sincérité a été vu dès lors que lui-même, il est allé aux antipodes de ce qu'il a dit par le passé. Donc ça nous amène à ne pas être sincère. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est le fondement de notre engagement, comme je le disais. Si vous vous engagez pour un homme, mais vous allez sur l'homme, quand il ne va pas dire la vérité, vous allez défendre. Et quand il ne sera pas sur le droit chemin, vous allez continuer à le suivre. C'est ce qui est en train d'arriver à notre jeunesse. Parce que nous n'avons pas cultivé cette indépendance intellectuelle. Parce que je crois à telle personne, tout ce qu'il dit, toute analyse qu'il fait, je le prends pour argent comptant, alors que nous devons avoir cette capacité d'analyse. Et souvent donner son avis. Je vous donne l'anecdote. Quand le M5, on mettait le M5 en place, je faisais partie de ceux qui étaient dans le parti qui ont lutté pour qu'on soit le M5. Mais parce que, très sincèrement, j'étais frustré. Frustré par la gouvernance tibétaine. Frustré par le résultat des élections où, en commune 1, je me suis battu avec 6 millions de budget contre des candidats de 200 millions de francs CFA. Il y avait 200 millions de francs CFA. J'ai fait des porte à porte, maison par maison. J'ai fait 3 semaines de campagne intense, rentrer dans les marchés pour pouvoir faire de l'argent. Je suis parvenu à gagner les élections. Et ce n'était pas donné. 2 jeunes candidats face à 2 vieux candidats qui ont plus de 25 ans d'expérience politique. Et lorsqu'on a gagné les élections, je vois une belle dame qui décide sur 9 quartiers, elle annule 4 quartiers. Juste parce que les quartiers là où on avait gagné au jeu, ce jour, elle a ramassé les résultats. Et quand elle a ramassé les résultats, elle ne s'est pas arrêtée. C'est pour vous dire que même la façon de parler, l'arrogance rattrape l'homme. Elle dit, ok, maintenant, moi j'ai proclamé mes résultats, ceux qui ne sont pas contents, attendez les prochaines élections. Et c'est comme si on m'avait poignardé dans le dos. Sans réfléchir, je suis sorti avec mon téléphone, je suis rentré dans ma voiture, j'ai bouclé la voiture et j'ai dit en ces termes, ceux qui peuvent aller sur Facebook, ils ressortent la vidéo et j'ai dit, moi je sais que j'ai dit, j'ai dit aux gens, vidéo est captée, quoi fait vidéo de Canada. C'était pas l'homme politique qui parlait, mais c'était un homme dont le cœur avait été brisé, dont les efforts avaient été anéantis. Et j'en voulais au régime, je voulais que le régime tombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a le cœur, il y a la raison. Lorsqu'on s'est retrouvé en réunion du comité exécutif central du parti, et on devait trancher sur notre adhésion, oui ou non au M5, j'étais de ceux qui disaient au parti, ah non, il faut que ce régime tombe. Mais la majorité de nos cadres qui ont analysé en toute lucidité, majoritairement on dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau de bain. Et la majorité l'a emporté pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce que le monsieur fait, mais en le faisant tomber, nous nous inscrivons dans une aventure incertaine. Ce jour, je n'étais pas content. Mais
la vérité, c'est eux qui avaient raison. Et c'est pourquoi il faut avoir l'humilité dans un parti politique. Lorsque vous êtes mis en minorité, de l'accepter parce que souvent la majorité voit mieux que vous. Si le choix de la majorité ne s'est pas fait sur la base de l'opportunisme, mais si c'est sincère et que les réflexions sont sincères, très souvent la majorité a raison. IBK est tombé, les mêmes mots persistent. On a beau trouver des explications, on a fait tomber IBK parce qu'il ne respectait pas sa parole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gouvernants qui ne respectent pas leur parole. On a fait tomber IBK. Monsieur, ça c'est la prochaine partie du débat, le bilan. Ok, donc je vais continuer. On viendra après avec le bilan, après IBK. Pour dire que, moi je trouve sincèrement que lorsque vous vous engagez pour des valeurs, pour des principes, très souvent vous ne vous trompez pas. Moi aujourd'hui je pense que la jeunesse doit avoir un comportement indépendant. Chaque situation qui se pose, au lieu d'écouter, entre guillemets, nos experts, cherchez à connaître le problème, et vous-même, vous êtes des experts, vous allez faire votre propre analyse et tirer votre conclusion. Mais si vous écoutez ce qu'ils disent, sans pour autant chercher, il y a de fortes possibilités que vous soyez manipulés. Et lorsqu'on vous manipule, la manipulation par excellence qui marche à court et moyen terme, à long terme, vous serez amené à prendre une autre décision. Et certains qui ne vont pas comprendre votre erreur vont vous traiter d'inconstant que vous n'étiez pas sincère. Donc la sincérité est importante en politique. Et moi, au début du Premier ministre, quand le Premier ministre venait, le Premier ministre Choguel, tout le monde savait que je n'étais pas d'accord avec lui. Mais il y a eu un sujet par rapport à l'organe unique de session des élections. J'étais pas à votre formation politique sur le plateau. La majorité des formations politiques disaient non, il faut mettre l'organe unique de côté. Le Premier ministre dit qu'il va le faire, il faut le faire confiance. Et moi j'ai dit oui, c'est à nous de le faire confiance. Maintenant, vous, il y a juste quelques mois avec le Premier ministre Montawa, que j'étais en train de dire oui à l'organe unique. Mais lorsque le Premier ministre est venu, vous dites non à l'organe unique de session des élections. Je ne le comprenais pas. Et à la fin du débat, un coordinateur m'a dit, vous ne connaissez pas ce monsieur. Il a fait de nous manipuler, son objectif, c'est de faire en sorte que la transition soit prolongée. Il dit qu'il va le faire dans le temps, nous savons qu'il ne va pas le faire dans le temps. Mais ça fait 3 mois, 90 jours, que ça a été dit. Mais il n'y a pas d'évolution sur le sujet. Alors je m'interroge, est-ce que ma sincérité se joue sur le plateau ne m'a pas posé de problème? Et en me posant cette question, je vais peut-être me dire, non, la prochaine fois, il faut que je sois moins naïf. Non. Dieu seul sait que j'étais sincère et je dois rester sur cette voie. À chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, ne regarde pas la tête de la personne, mais il faut parler en toute vérité si tu penses que c'est réel. Si la décision vient de Moussa Amara, si ce n'est pas bon, il faut le dire. Pour moi, c'était une erreur. Si la décision vient du président de la transition, même si vous n'êtes pas d'accord avec sa décision, même si vous êtes avec lui, il y a certains sujets que vous ne pouvez pas être d'accord à 100%. Vous avez beau être avec quelqu'un, il y a des sujets sur lesquels vous ne serez jamais d'accord. Oui, monsieur, on va vous revenir. Ok, merci. Merci. Alors, nous avons tous été l'énergie qui a traversé ce premier passage. Et le but réellement, c'était d'éveiller les jeunes qui sont dans le passage et à voir leur visage sans que l'information est en train de toucher le fond. Parce que très souvent, on lit sur Facebook, on n'est pas dans la salle de réunion, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on suit l'émotion et on finit par se faire du mal à nous-mêmes. Donc, maintenant, IBK a eu lieu. IBK n'est plus depuis une année. Qu'est-ce qui a changé? Monsieur, vous avez, la dame reviendra, on va l'informer, vous avez 2-3 minutes pour aller rapidement. Vous êtes inspiré et vous avez beaucoup à dire et il faut qu'on aille très vite pour pouvoir au moins s'informer le maximum. Donc, en tout temps, je vais prendre 2 minutes pour moi-même et je vais ensuite céder au premier secrétaire général de maire au niveau de l'État. Il a été un acteur extraordinaire de 91 et de 92, mais ensuite il a été député parce qu'il a réduisé carrément
toute forme de militantisme dû au comportement des personnes avec lesquelles il a mené cette mission. Mais aujourd'hui, il est venu et il a un message que nous allons écouter très rapidement pour pouvoir réellement progresser avec le programme. Donc, je vais m'approcher de lui, il va vous dire approche de lui et sa façon de voir, parce que c'est un angle très important. Bonsoir tout le monde. En fait, pour le panel, je vous félicite. C'est vraiment un panel de qualité. J'ai même mon grand frère là et je ne supporte pas un moment. Mais qui se parle beaucoup. Et puis, Sylvain, j'ai compris le jeune frère, les autres. Très rapidement, moi, ça fait beaucoup d'années que je ne participe plus à ces rencontres, tout ce monde. Je n'ai pas fait Anté-Abana, je n'ai pas fait M5, parce que nous avons fait la prison sur Moussa Traoré. On nous a attaché les mains. On a fait 6 mois de prison. On s'est battu pour la gouvernance, le secrétaire général de l'ENA. Aujourd'hui, les gens se battent, ils se tuent pour les secrétaires généraux. Nous, on mettait le bureau, on n'avait pas 3 personnes pour alimenter le bureau. Parce que nous, ils nous ça. Vous voyez un peu le lien quand le frère parlait. Vous êtes très jeune, vous ne pouvez même pas vous rappeler de ça. Mais ce que les camarades là vous disent, c'est un peu le factuel. Nous, c'est avant. Parce que pour entrer à l'AMH, il faut être parmi les 3 premiers, ainsi de suite. Je passe dessus. Moi, la question politique, j'encourage les jeunes à faire de la politique. Mais dès au début, dans l'introduction, on a dit les jeunes n'ont pas des jeunes. Il s'agit des belles jeunes. Moi, j'aimerais bien savoir. Ça, c'est les jeunes de Bamako. Mais en Kagero, là-bas, Gabero, chez moi, vous connaissez la préoccupation des jeunes. Est-ce que les islamistes vont m'empêcher d'amener mes vaches au bord du feu? Est-ce que je vais avoir un verre de couscous? Est-ce que je pourrais manger pour un... Il n'y a même pas de toilette. C'est ça la préoccupation. C'est comme les femmes ont dit 8 mars, les femmes... Non, j'adore les femmes, franchement. J'adore les femmes. Moi, j'adore les femmes. Elles mettent les jolis basins pour aller au CICD. La femme, elle fait son âme le 8 mars. Elle fait 7 km pour avoir l'eau remplie d'eau. Et là, c'est pour les petits animaux et les enfants qui doivent boire ça. Il faut qu'on ouvre un peu les yeux. Moi, personnellement, c'est quand je me suis marié que j'ai su qu'il y avait la mort et la peur. Je vous dis honnêtement, nous, on ne savait même pas ce qui veut dire la mort, tout ça. Le 21 janvier 1991, c'était le premier bureau de l'AMP que j'ai mis à Bouni. Le commandant, on a chassé, le juge, la police, la gendarmerie, j'ai occupé la ville pendant une journée. Je ne savais pas juridiquement à qui remettre la ville. C'est pour cela que j'attendais. Maintenant, les camarades ont parlé de la politique. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous tromper. Moi, je suis préfet, je ne suis pas la loi ne m'autorise pas à faire la politique. Faites de la politique. Parce que si vous ne faites pas, c'est les petits voleurs qui vont nous gérer. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Ensuite, ça veut dire, madame vient d'arriver, madame, je vous salue. Moi, je suis très content pour votre intervention. Moi, je demande aux jeunes Mali. Le Mali dont on parle, on vous dit, Haïdara dit être patriote, c'est pas. Être patriote, c'est pas. Par rapport à quoi? Des jeunes qui n'ont plus de repères. On donne 500 000 francs pour une activité. À côté d'un vieux, les gars partent avec l'argent. Où est l'exemple? Montrez-moi l'exemple. Nous, on veut marcher avec les exemples. Oui, je vais revenir sur par rapport à vous. Parce que c'est le jeune travail qui m'a invité ce matin. Il y a de nombreuses années, comme je l'ai dit, je ne vais pas participer au débat. Ensuite, très honnêtement, là, j'ai été bluffé par votre introduction, très honnête. Parce que moi, j'ai un peu une formation nord-américaine, après, comme madame. Nous, on est trop pratiques. Chez nous, les Français, les Haïdara, on dit PhD, docteur, ils ont des gros sacs là. Chez l'Américain, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce que tu sais faire? Sur le français, il a dit je suis docteur, il faut citer les diplômes jusqu'à ce que tu dors. À la fin, il n'y a rien. Vous comprenez? Moi, en même temps, pour terminer rapidement, je suis le président de la Convention des juristes du Mali. Pour être concret sur le terrain.
Aujourd'hui, je prends deux communes, la commune 6, la commune 4, ce sont les communes dans lesquelles on divorce plus. Et la durée du mariage en moyenne, c'est 3 mois. En moyenne, c'est 3 mois. Et j'ai vu, il n'y a pas longtemps, parce que nous nous appelle à travers le monde. Donc des militants et grands, je te félicite pour le combat. On a assisté à un mariage, les jeunes ont étudié au Canada, ils ont divorcé le 3e jour du Bonosco. C'est 7 jours. Bon, le 3e jour, chacun a pris ses bagages, soit à la vie. Ça, c'est des vraies questions qui se posent aux Maliens et à la jeunesse. C'est ce qu'on doit leur dire. Les grands discours, non, c'est vrai. Il y a des. Franchement, ce panel, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Mais comme il n'y a pas assez de temps, un jour, je pense qu'on va parler. Voilà. Ensuite, si on met le pour moi, ce n'est pas une affaire de personne, mais d'un Malikoura. Ils utilisent ce terme. Tous les arrêts, Malikoura est mouillé. Malikoura, vous pensez que Malikoura, c'est en violant la règle de droit. Vous vous trompez, les amis. Tant que la règle de droit n'est pas au-dessus de tous les citoyens maliens, vous allez faire 1 milliard de conférences sur la règle. C'est la règle de droit. Tiens, les sans faire. Le seul point où le président de la République, les députés, les partis politiques et les citoyens sont égaux, c'est l'élection. Une carte d'électeur. Carte Kélé. Et carte Kélé, président carte Kélé. Et toi, tu te permets de vendre ta carte à 2000 francs. Tu dis, ouais, je veux que le Mali marche. Chers amis, on a beaucoup de choses à faire. On a créé la formation il y a 20 ans. On répond aux préoccupations des Maliens et sur Radio Rapport tous les mardis, 17h, 19h, on parle, on est en contact. Un jour pour finir, un jeune de 27 ans nous appelle. C'était un mardi, le mardi soir, il devait égorger sa femme. Il devait égorger sa femme le mardi soir. Il n'a jamais suivi une radio plus de ce jour, pakistanais. Il touche une radio, il tombe sur l'argent. Mais il a appelé, quand on a donné l'explication des infractions liées au meurtre. Et tout ça, on a sauvé. Encore, il est membre de notre association aujourd'hui. Non, je vais laisser vraiment. Mais il est important qu'on continue. Moi, je félicite encore les panélistes. Je pense que les jeunes voyaient vos aînés qui sont des exemples. Si on met des exemples, ces politiques qui disent ça aujourd'hui, demain, nous, on n'a pas de respect. C'est pour cela, pour ces combats-là, la vérité finira par. Courage, les jeunes, nous, on est déjà vieux. Alors, nous, on est déjà vieux. Donc, la vérité, le mensonge du décide. Partez avec les gens de valeur. Lui, les jeunes, il m'a convaincu aujourd'hui. On a beaucoup de choses au niveau de la convention des juristes à partager. Des choses concrètes. Moi, la théorie là, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas que vous ne pas. Alors, c'est exactement le but de cette affaire. C'est ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait, sont ceux qui ont le droit à la parole. Les analyses j'ai étudié là-bas, ce n'est pas ça. Les monsieur et la dame ont fait et ils peuvent partager. Maintenant, monsieur et dame, rapidement. Ibeka a eu lieu. Le cauchemar a commencé en 91. Ibeka est parti maintenant. Nous voulons un nouveau départ. Comment est-ce qu'on arrive à ce nouveau départ? Et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour que nous ayons ce nouveau départ? Et si nous, ce nouveau départ, nous pouvons l'avoir dans cette transition, comment est-ce qu'on va le faire? Et surtout, dans quel délai? Monsieur, on va commencer par madame, et ensuite, rapidement, cette fois-ci, je vais être vraiment rigoureux, donc je vais devoir vous interrompre de temps en temps. Vous allez m'en excuser, on va aller très vite. Merci. Donc, je vais être très short, on n'a pas assez de temps. Je vais répondre directement ce dont je veux parler beaucoup plus sur les perspectives, ce dont on a besoin, surtout après avoir écouté les différents panélistes et mon frère, je n'ai pas tout son nom, Ismaël. Je pense ce dont on a besoin pour mieux redémarrer encore. Bien sûr, je vais répéter le mot qu'on va dire, c'est le mot de la rue, un nouveau Mali, bien sûr, mais un nouveau Mali avec des Maliens unis. Quand je dis des Maliens unis, on a besoin d'une sorte de synergie avec les politiciens, avec les décideurs, avec les acteurs de la société civile, les acteurs politiques. Mais pas seulement être unis,
mais avoir les mêmes intérêts et la même vision. Quand je dis la même vision, il faut s'écouter, il faut mettre de côté nos intérêts personnels et mettre l'intérêt du pays avant. Il faut savoir que, oui, nous sommes à Bamako ici, nous sommes privilégiés, mais il y a des gens qui sont au nord, il y a des gens qui sont au centre, qui souffrent, et ils sentent qu'ils sont en guerre, mais nous, en tant que Maliens, on ne le sent pas du tout. Pour un nouveau Mali, oui, on parle beaucoup des réformes institutionnelles, on parle des réformes constitutionnelles. On ne peut pas faire des réformes constitutionnelles sans impact social. Vraiment, on a besoin d'impact social dans laquelle nous tous, on est d'accord d'être un Malien honnête, un Malien engagé, un Malien qui met avant l'amour de son pays et un Malien aussi qui s'efforce avant de diriger. Vraiment, c'est très très important. Et aussi un Malien qui est mieux organisé en termes de... Il ne suffit pas seulement de sortir, aller dans la rue si on n'est pas d'accord avec quelque chose, mais il faut avoir une stratégie. Par exemple, au Arab Spring en Égypte, comment ils ont bien réussi le Arab Spring, parce que c'était des mouvements de jeunes très bien organisés. Ils avaient une vision en commun, ils avaient une stratégie. Donc, ils sont allés jusqu'au fond, jusqu'à la fin de leurs objectifs. Donc, moi, je pense que vraiment, on doit mettre de côté nos intérêts personnels. Là, sinon, nous tous, on va disparaître en tant que pays. On risque d'être à Afghanistan. On a vu que la communauté internationale, la CEDEAO, ne peut pas résoudre les problèmes. Bagdad ne peut pas résoudre les problèmes climatiques. C'est nous-mêmes, les Maliens, qui peuvent résoudre nos problèmes. Quand ça va chauffer la vie, ils vont quitter, nous, on va rester ici. Donc, on a vraiment intérêt à se relever, à s'unir, vraiment pour avoir cette même vision et sortir dans l'esprit de tout le temps critiquer. Il faut proposer des solutions. Qui d'entre nous ici, on parle des réformes constitutionnelles, qui d'entre nous ici est déjà rentré et essaie de rédiger quel genre de constitution vous voulez et proposer au gouvernement? Personne d'entre nous, n'est-ce pas? Vous avez fait. Donc c'est déjà bon, il faut partager avec nous tous. On va donner notre avis, on va rencontrer, on propose. Donc on a besoin de cet acte social alors. Donc en tout cas, moi je pense qu'il faut vraiment être unis en tant que Maliens pour mieux vraiment développer notre pays. Je ne veux pas trop parler, ça ne va pas assez de temps. Très bien, merci. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a un temps assez limité. Et je m'excuse, je dois partir rejoindre les enfants samedi et dimanche. C'est leur jour et c'est eux qui font le programme. Donc j'ai négocié pour être là. Je vous disais, la solution aux multiples problèmes auxquels on est confronté, c'est aimer le Mali. Aimer le Mali, c'est par l'amour du Mali commencera le patriotisme. Aimer son pays, c'est l'un des piliers de toute nation. Aimer son pays, ça fait partie d'un élément de l'image. Et si vous aimez le Mali, vous aimez vous-même. Et vous allez me poser la prochaine question. J'aime mon pays. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est la question qui suivra. Il va falloir également de faire une vision. Quel Mali moi je voudrais? Visualisez ce Mali. Prenez une livre, écrivez. Voilà comment je voudrais mon Mali dans lequel je vais vivre. Si vous le faites, beaucoup d'autres problèmes vont commencer à trouver des solutions à travers vous-même d'abord. Ça commence par l'individu. Et partagez votre vision dans votre groupe. Voilà, moi j'ai mon pays, vous l'aimez. Alors si nous aimons tous le Mali, que vous prenez pour nous? Le temps est assez court. Mais nous sommes
à un virage extrêmement compliqué et dangereux pour nous. Nous sommes dans une transition. Et cette transition, je vous disais au début qu'on est le meilleur, même en coup d'État, on est le meilleur. On a fait 2 coups d'État dans un an sans tirer une balle ou blesser quelqu'un. Même ça, on est meilleur, faisons le coup d'État au monde. Alors, donc, vous dites aujourd'hui que nous avons une transition, un président militaire. Le diaspora, à travers moi, a demandé qu'on ait un président militaire. Il est jeune. C'est vrai, il a au-delà de 35 ans, il a 38 ans. Donc il est jeune. Ils se reconnaissent en groupe, vous vous reconnaissez en groupe. Cette transition, elle est pour moi la meilleure chose qui est arrivée au monde. Parce qu'on est tous unanimement d'accord et il y a un échec. Il faut le corriger. C'est pendant que le Mali a signé tous ces accords séparés de son nom. On se retrouve dans ces CEDEAO aujourd'hui qui nous disent qu'il faut respecter les 18 mois. Il faut faire les élections dans 18 mois. Alors, est-ce que honnêtement chacun de vous est conscient que les élections ne peuvent pas se faire en février? Alors, si les élections ne peuvent pas se faire en février, comment est-ce qu'on peut avoir des élections pour avoir un président élu et accepté? Alors, le présidentiel peut être fait, il y a suivi qui parle de présidentiel, mais avant le présidentiel, en 1991, on a fait les législatives avant le présidentiel, pour ne pas avoir le même scénario, une assemblée de caisses de résonance, une voiture de loi qui est toujours d'accord pour substituer le président. Non, on voudrait une législative avant le présidentiel. Mais avant d'en arriver là, vous la jeunesse, vous avez entendu ce que vient de parler de l'organisme de gestion des élections, qui est la pomme du sport. Il y a des assises de fondation qui vont commencer le 24, 25, 26. J'espère que je n'ai pas demandé quelque chose dessus, je suis obligé à le faire. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Alors, vous les jeunes, organisez-vous à ce que vous soyez représentés dans cette assise-là, dans ces assises, et exigez à ce que désormais, dans tout ce qui se passe dans ces pays, il faut que vous ayez au moins 35%. 35%, au moins 30% dans les ministères, 30% dans les hôpitaux, 30% dans la gendarmerie, 30% avec les enseignants. Exigez que votre nombre reflète l'organigramme des Jeux de demain. Nous serons confrontés à des problèmes de droit avec nous. Et il menace que c'est là-haut. Et si les élections ne se tiennent pas le 22 en février, il y aura des sanctions ciblées. Peut-être même sera sanctionné. J'espère bien que mon frère, son nom figurera certainement s'il y a des élections. Donc, c'est à travers vous que la CEDEAO va comprendre que c'est la volonté du Mali pour aller en avant. C'est la volonté du Mali pour conduire à bien cette transition qui ne peut pas être bâclée en moins de 6 mois. C'est vous qui sont sortis dans la vie du 10, le 11, le 12. C'est vous qui ont permis leur vie pour le changement. N'acceptez pas qu'on nous oriente, qu'on nous oblige à aller vers des élections en février parce que simplement ce n'est pas possible. Moi, je suis de Fatoma. Vous savez, le jour où on a eu un commissariat chez nous, il a été inauguré le soir où on a tué le maire, la gare d'Argent. C'est à 6 km du camp militaire de Savary. D'où est-ce qu'on peut aller? À Gabero. Soyez en parler de Gabero, ils ne peuvent pas aller. Donc, il faut que vous preniez conscience, seul vous, la jeunesse malienne, aujourd'hui, peut avoir une voix de concordance pour dire à la communauté nationale, écoutez, vous aimez bien le Mali. On a signé des accords supranationaux, nous voulons bien une démocratie, mais en fait, c'est nous qui allons subir, c'est nous, jeunesse, qui allons bénéficier. Nous autres, nous sommes dans le police. Donc, donnez-vous la main et vous dites à ceux qui ont aujourd'hui la charge de diriger cette transition, vous n'allez plus accepter qu'on vous lie pieds et mains et qu'on vous met dans un avenir incertain. Prononcez-vous. Dites haut et fort ce que vous voulez pour le mal de demain. Parce que nous autres, on est dans les polices et on a l'obligation de vous dire la vérité afin que vous preniez vos destins en main. Le Mali
c'est vous. On a l'habitude de dire l'avenir c'est la jeunesse. Non. Pour le Mali, le présent c'est la jeunesse. Le futur c'est la jeunesse. L'avenir c'est la jeunesse. Donc cette transition est dans votre main. Et n'oubliez pas que c'est un jeune également qui a arrêté de cette transition, qui a besoin de vous. Ce qui est du Djogel, ces contradictions, multiformes, c'est compris. Nous avons compris, mais il n'en demeure pas moins. La réussite du Djogel est la réussite de cette transition. Pour l'instant, et le jeune qui se reconnaît en vous, vous reconnaissez en lui. Donc, il va falloir que vous vous renseignez, que vous preniez connaissance et que vous vous regardez en disant quel est mon rôle pour le Mali de demain en tant que jeune. Je vous remercie, je m'excuse, je serai obligé de partir. Inch'Allah, au plaisir de vous revoir très bientôt. Monsieur Dubia, merci pour cette initiative. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la jeunesse malienne et au plaisir de vous revoir. Merci. Applaudissez pour M. Aïdara. En tout cas, il fait partie de nos alliés réguliers, parce qu'à chaque fois qu'on crée ce cadre-là et qu'on lui fait appel, il répond toujours présent. Même si souvent on perturbe le programme avec la famille, mais il s'efforce d'être là et nous avons beaucoup de gratitude et nous vous remercions. Alors, je pense qu'il y avait une intervention qui devait vous concerner et je vais la précipiter parce que j'ai vu les réactions de M. Dubia à vos propos. Donc, je vais précipiter son intervention juste pour que vous ayez l'occasion d'entendre ce qu'il a dit. D'accord. M. Dubia. On se trouve souvent sur le panel. Explicitement, ce n'était pas forcément pour répondre à M. Aïdara. Nous avons quand même des divergences sur certains sujets, notamment la tenue des élections. Ce n'est pas la CEDEAO qui est en train de nous imposer quelque chose, il faudrait que ce soit clair. Il y a 18 mois, les Maliens se sont réunis. Les Maliens se sont réunis et ensemble nous avons décidé d'un délai de 18 mois. C'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que dans notre tradition, il est dit que la parole donnée est importante. Nous nous sommes donné cette parole. Et ensuite, nous avons partagé avec l'extérieur. 18 mois, on aurait pu travailler et faire les élections pour le mois de février. Et après ça, on a dit qu'on a pris 9 mois de retard. Mais après ces 9 mois de retard, nos premiers responsables qui sont venus auraient dû nous dire la vérité qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas organiser au mois de février. Mais le président de la transition s'est déplacé jusqu'au niveau de la CEDEAO et a pris l'engagement qu'il allait respecter le délai. Ce jour-là, il a été applaudi et la décision de la CEDEAO a été applaudie. Et le premier ministre de la transition s'est aussi engagé à respecter le délai au niveau du Conseil national de la transition. Dès ce jour où ceux-ci savaient qu'ils respectent ces mois, pourquoi ils ont pris l'engagement? Que fait-on de la parole donnée dans notre pays? Elle n'a plus de sens. Je pense que ça a son sens. Et moi, je trouve que les élections peuvent se tenir. Ce n'est pas parce que je suis un homme politique que je veux aller rapidement. Je vais vous donner la réforme que vous dites. On a travaillé sur la loi électorale quand notamment était là. Quand on organise les élections, c'est sur la loi électorale. Nous avons avancé sur la loi électorale, les réformes qui devaient être faites. Ça doit aller au CNP pour validation. Et cette validation ne dépasse pas 2 semaines, 3 semaines. Nous avons travaillé sur la charte des partis politiques. Et cette charte qui régit désormais les partis politiques, qui va permettre à ceux qu'on puisse retirer les récépissés de ceux qui ne sont pas efficaces sur le terrain politique, qui retirent même aux partis politiques l'aide publique. Ça, ce travail est fini, ça devait aller au CNP pour validation. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'atteindre les résultats? C'est ensemble aujourd'hui, dans un consensus dynamique, on puisse faire des programmes semaine par semaine, qu'est-ce que nous allons faire? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme au Burkina, les gens sont tombés d'abord, il y avait l'insécurité. On se met d'accord sur là où les élections peuvent se tenir, ou sur là où les élections ne peuvent pas se tenir. Parce que l'argumentaire trouvé par beaucoup d'entre nous pour dire que le pays n'est pas en sécurité, qui d'entre vous peut dire aujourd'hui que le Mali sera sécurisé dans 2 ans, 3 ans, 4 ans? La crise est complexe. Et le pragmatisme nous exige à ce qu'on travaille
à avoir un calendrier ténable et à sécuriser notre territoire. Mais ça, il faudrait qu'on puisse avoir un consensus dynamique et travailler à atteindre le résultat. Ça, c'est un élément important à connaître. Aujourd'hui, si on tombe d'accord sur les endroits où on peut tenir les élections, tous ceux qui se sont plaints des élections de 2020 par rapport aux législatives se sont plaints surtout du renversement de la Cour constitutionnelle. Et pour pallier à ce renversement de la Cour constitutionnelle, il y a l'article 50 portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui peut être changé, qui peut aujourd'hui ne pas donner la latitude à la Cour constitutionnelle de renverser